Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rencontre du Forum Africa 21. Sous le thème « Les métiers verts de demain, quelle place dans l'enseignement et la formation professionnelle ?» Merci d'accueillir sur scène nos experts intervenants. En modératrice de ce panel, Madame Hafsa El Bekri, enseignante-chercheuse à l'Université Euromed de Fès, Maroc. Monsieur Fouad El Cohen, président du directoire de l'Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, IFMERE, Maroc. Monsieur Laurent Beduno-Wang, professeur à l'Africa Business School, UM6P, Maroc. Madame Marita Mwafonkom, présidente de l'Association Jeunesse Verte du Cameroun, France. Monsieur Christophe de Figueiredo, président de la Chambre suisse de commerce au Maroc, Suisse. Madame Hikma Bachgour, manager du programme Partenariat et territorialisation de l'action climatique à 4C, Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et qu'on se retrouve justement dans ce panel sur les métiers verts de demain. Quelle place dans l'enseignement et la formation professionnelle? Je tiens tout d'abord à remercier, à adresser mes vifs remerciements aux organisateurs du Forum Africa 21 pour cette opportunité donnée aux experts et spécialement à l'Academia pour se discuter, pour échanger sur les métiers de demain et la place de l'enseignement, la place de la formation dans les métiers de demain. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste rappeler, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on assistait et on suivait avec beaucoup d'intérêt et d'attention le sommet de l'Union africaine, durant lequel on a vu qu'il y avait une place très importante et prépondérante du changement climatique, la question du changement climatique dans le discours des chefs d'État africains, notamment, je cite en fait le président et ex-président de l'Union africaine, M. Macky Sall, qui avait rappelé lors de son discours la nécessité de retravailler le narratif africain sur la question du changement climatique pour qu'il soit tourné beaucoup plus vers les solutions et qu'on parle beaucoup plus solutions que problèmes. Soulignant par ailleurs que la jeunesse africaine, qui représente, je cite en fait le chiffre, 60% de la population, il dit que cette population are feeling left behind. Donc il y a aussi un intérêt de s'intéresser à cette population jeune, de renforcer la souveraineté démographique naturelle sur les ressources naturelles de l'Afrique, mais également de s'intéresser à cette population jeune. Là aujourd'hui, dans ce panel, on s'intéressera à cette question et à cet enjeu clé pour l'Afrique, qui est celui de préparer le capital humain. C'est-à-dire comment on va préparer le capital humain aux défis de demain, notamment sur cette question du changement climatique, quel métier d'avenir, du numérique passant à l'économie verte, le développement de l'industrie, tous des domaines qui assurent justement le futur du continent africain. Donc qu'est-ce qu'on a préparé pour ce capital humain, ce capital en fait africain humain? Donc je commencerai d'abord par adresser ma première question à Madame Bichra, qui représente le 4C Maroc. Le 4C, c'est le centre de compétences au changement climatique au Maroc. Et donc, Madame Bichra, vous représentez en fait le 4C et vous travaillez dans votre institution, dans votre centre, sur la qualification depuis une dizaine d'années déjà, sur la qualification et l'accompagnement, l'encadrement de cette jeunesse, de ces compétences africaines pour assurer ou préparer justement une force motrice de cette Afrique concernant le changement climatique et les questions relatives à ce changement. Comment pourriez-vous nous décrire l'évolution de l'exigence du marché, du moment que vous avez suivi cette évolution, et les défis qu'exige justement le marché pour préparer ces compétences africaines?
À vous la parole. Merci beaucoup, Madame El-Bekri. Bonjour tout le monde. Donc, je rappelle, moi, c'est Hikma Bachkour. Je suis manager du programme Partenariat et territorialisation de l'accent climatique au Centre KC Maroc. Donc, c'est le centre de compétences en changement climatique. Juste pour rappel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Centre de compétences en changement climatique est un groupement d'intérêt public qui a été créé en amont de la COP22. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe 40 membres, donc 40 membres issus de 4 secteurs d'activité. On a des ministères, on a aussi les associations, les 3 associations d'élus locaux. On a aussi des membres issus du secteur privé, du secteur de la recherche, avec les universités marocaines, mais on a aussi des membres issus de la société civile. Donc, l'objectif du Centre 4C est d'être cet outil de l'État concernant les problématiques du changement climatique. Et donc, ce que nous faisons concrètement, c'est que nous accompagnons c'est-à-dire nous apportons un appui pour les politiques publiques pour intégrer justement les problématiques liées au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes tous conscients du fait qu'aucune décision ne devrait désormais être prise sans intégrer la composante environnement ou la composante changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques, d'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure avec mon collègue, ce n'est plus une problématique du futur. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est aujourd'hui que nous devons plutôt prendre en compte ces problématiques. Et donc, ce que fait le Centre 4C aussi, c'est que nous organisons des formations. Donc, nous avons organisé des formations au profit des élus locaux et des administrateurs des services des administrations publiques au niveau des régions marocaines, mais aussi au profit de la jeunesse africaine. Donc nous organisons chaque année ce qu'on appelle une masterclass dans le domaine du changement climatique, où nous avons formé jusqu'à aujourd'hui près de 1000 jeunes Africains issus de 30 pays africains, bien sûr avec le Maroc, et on privilégie les femmes, parce que nous remarquons qu'il y a un manque criant dans le domaine du changement climatique d'expertes femmes. Et donc, nous essayons d'avoir une approche genre quant à la sélection des profils qui bénéficient de cette formation. Et donc, pour répondre un peu à votre question, nous avons tout le temps des remontées quant aux besoins de la formation, que ce soit au niveau universitaire, mais aussi la formation des professionnels et le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés par le changement climatique. Mais finalement, nous sommes tous concernés par le changement climatique. Ce ne sont pas seulement les agronomes, ce ne sont pas seulement les scientifiques, les écologistes, mais ce sont aussi les économistes, les juristes, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'avoir une formation dans le domaine du changement climatique pour tous les profils. Parce que finalement, dernièrement, le dernier rapport des Nations Unies, du programme des Nations Unies sur l'environnement, il précise que la transition vers une économie décarbonée verte va créer près de 60 millions d'emplois verts à travers le monde. Et donc, cette création d'emplois verts, et selon l'Organisation internationale du travail, elle est finalement tributaire de l'offre de formation que nous aurons dans les universités, mais aussi l'offre de formation pour les professionnels et pour les acteurs concernés. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, vous m'interrompez si... Ok, merci. Donc, je dirais que notre premier souci aujourd'hui, c'est d'avoir déjà une définition de l'emploi vert. Moi, je dirais que déjà, on dit qu'un emploi est vert lorsque ce dernier ne contribue pas à l'exaspération de la dégradation de l'environnement. Et que, idéalement, cet emploi vert, il participe à réduire l'impact environnemental. Donc, d'un autre côté, nous avons des spécialistes des sciences sociales qui s'accordent à dire que l'emploi vert, au-delà de cette dimension un peu de durabilité et d'environnement, l'emploi vert doit aussi intégrer des critères
autres que le climat et la durabilité, des critères de, par exemple, l'approche genre, les conditions de travail, la sécurité au travail, les salaires, etc. Donc finalement, l'emploi vert, c'est avant tout un emploi décent, avant d'être un emploi qui respecte l'environnement, etc. Et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Bachkour. Et justement, en fait, je vous interpellais sur cette question de l'évolution du marché et des exigences du marché, parce que on voit une évolution. Vous remarquez qu'il y a une évolution. Vous répondez à un besoin de la part en fait de vos. Là, vous avez parlé en fait des élus. Vous faites des formations adressées aux élus locaux, peut-être aussi à la jeunesse. De manière générale, vous avez parlé de la jeunesse africaine. Et donc, est-ce que c'est le marché qui exprime ce besoin, ou bien c'est vous qui êtes plutôt à la recherche d'implanter vos formations? Alors oui, certainement, d'un côté, nous répondons à un besoin du marché, parce qu'aujourd'hui, le Maroc, comme tous les pays dans le monde, nous sommes dans une transition vers une économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, bas carbone, une économie verte. Et donc, nous avons besoin de profils, nous avons besoin de spécialistes dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour justement mener à terme cette transition économique vers une économie sobre en carbone. Et donc, mis à part les formations que nous assurons pour les élus locaux et pour la jeunesse africaine, nous avons par exemple cette année lancé 3 masters au niveau de 3 universités marocaines. Donc on a l'université Moulay Slimane de Bni Mellal, nous avons l'université Abdelmalek Sadi de Tanger, et nous avons enfin l'université de Marrakech de Qadi Iyad, où nous avons lancé 3 masters nationaux, où il y a des étudiants actuellement qui sont en train d'être formés dans des masters spécialisés dans le domaine du changement climatique. Excellent. Voilà. Très bien. Alors, dans la même ligne de pensée, et peut-être pour remplir la même mission, avec nous, Monsieur Fouad Kouhen. Monsieur le Kouhen, en fait, vous représentez l'Institut de formation en métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et donc, vous êtes président du directoire de cet institut. Et j'ai envie de dire que vous remplissez aussi une mission vraiment d'une très grande importance. Parce que, un peu comme le 4C, vous êtes aussi impliqué dans ce domaine de formation des jeunes, peut-être moins jeunes, pour remplir justement cette mission de la transition. Et vous êtes plutôt spécialisé dans la transition énergétique. Alors, j'aimerais aussi vous interpeller sur le marché. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire le marché en fait au Maroc? Comment il se porte? Est-ce qu'on a une adaptation, une adéquation entre les exigences du marché qui sont de plus en plus pressantes et qui exigent aussi une transition vers cette sobriété carbone, et ce qu'on prépare et comment vous faites en fait la jonction entre les deux? Okay. Merci beaucoup. Alors je commence par expliquer d'abord ce qu'est l'IFMERE. En fait, IFMERE, c'est une société anonyme qui est issue d'un partenariat public-privé. Donc, elle a été créée par les pouvoirs publics. Donc, elle a géré les constructions démarrées en 2015, je dirais, pour accompagner justement les projets, ou je dirais la vision de transition énergétique du royaume. Donc, c'est issu vraiment de là. C'est une société en fait qui gère 3 instituts. On a un institut à Oujda qui a démarré en 2015, un institut à Tanger qui a démarré en 2019 et un institut à Ouarzazate qui a démarré en 2020. Et donc la vocation, c'est justement de former des techniciens spécialisés dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour accompagner les besoins du marché. Alors la particularité des IFMERE, c'est que c'est géré par le privé. Donc moi je représente la Fédération nationale de l'électricité. Donc, dans le directoire, il y a aussi un représentant de l'AFIM, la Fédération des industries métallurgiques et électromécaniques. Et donc, à nous deux, on co-gère en fait ces instituts-là sous la surveillance d'un conseil de surveillance qui est constitué
des représentants des 5 actionnaires de IFMERE, qui sont l'Office national d'électricité, Mazen, l'AME et les 2 fédérations, donc FENELEC et FIM. Donc vous voyez que déjà, c'est, je dirais, les principaux bénéficiaires, je dirais, de ce produit-là, qui sont autour de la table et donc qui décident de la gestion au quotidien. Maintenant, l'approche pédagogique, c'est une approche, je dirais, par compétence. Donc elle est basée sur, je dirais, on part du besoin du marché. Donc l'approche par compétence, elle a cette caractéristique-là de partir justement du besoin des utilisateurs, je dirais, des clients finaux, si j'ose dire. Alors moi, je viens du monde de l'entreprise, donc j'utilise beaucoup ces mots clients, marché, etc. Donc ça peut dénoter un petit peu avec le discours, je dirais, dans le milieu pédagogique, mais, mais bon, c'est un produit, bon, donc c'est un produit, donc nous formons des techniciens spécialisés. Donc on a une vocation à former donc, ces jeunes-là pour pouvoir justement apporter, répondre aux besoins, aux différents besoins des acteurs des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique au Maroc, mais aussi d'assurer la formation continue je dirais, et la formation qualifiante pour les cadres et je dirais, le personnel des entreprises qui sont dans le domaine. Donc notamment des formations qualifiantes en partenariat avec l'ANAPEC pour requalifier, je dirais, des personnes donc, qui ont par exemple fait des études littéraires ou autres qui sont inadaptées au marché de l'emploi. Donc nous les formons justement pour pouvoir apprendre des métiers et donc pouvoir être opérationnels sur le marché du travail. Et aussi, on fait des formations continues pour je dirais, pour le personnel des entreprises, des secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Donc vraiment, cette approche-là, on part vraiment du besoin. C'est-à-dire que tous les programmes sont issus de l'analyse des besoins et de l'environnement et des besoins non seulement en termes je dirais, de matière, de savoir-faire, mais aussi de besoins du marché en termes d'employabilité, tout ça. Donc on va adapter un petit peu les filières en fonction des besoins du marché. Donc on fait des études de marché pour cela. Très voilà. Bien. Merci Monsieur le Cohen. En fait, c'est intéressant en fait de voir que ce sont les fédérations, c'est-à-dire on part vraiment de l'industriel qui va créer son écosystème et qui va penser son écosystème et qui va, à partir de son besoin, former son besoin. Et donc on part, comme vous avez dit, en fait, du marché. De ce qu'il y a en fait comme diplômé et on fait de la requalification, des fois une reconversion. Est-ce que vous pouvez... On fait pas de la requalification forcément. Ce qu'on fait, c'est on forme des bacheliers, des bacs techniques, bacs scientifiques, pour en faire des techniciens spécialisés en audit énergétique, par exemple, dans l'installation des énergies renouvelables, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur combien vous formez ou bien Alors à ce jour, donc, bon, comme j'ai dit, bon, les instituts c'est encore jeune, donc on a formé jusqu'à aujourd'hui plus de 1500 lauréats. Cette année, on a atteint, je dirais, notre vitesse de croisière en 2022 avec à peu près 476, donc disons à peu près 500 lauréats. Et on est en cours de formation. Cette année, nous avons 1200 élèves. Donc on devrait dépasser les 550 ou 600 en fin d'année, donc dans la promotion de cette 2023. Excellent. Donc ça, c'est vraiment un produit, disons, brut que vous formez, c'est des bacheliers. Et puis concernant l'autre volet avec l'ANAPEC, peut-être que vous faites des formations qualifiantes. Des formations qualifiantes. Donc, Madame Bachko le disait tout à l'heure, en fait, on a un marché qui, selon le rapport justement c'était bien en fait le PNUD qui disait qu'on va créer, il y a un potentiel de création de 60 millions d'emplois verts. Et donc il y a aussi une opportunité, vous me corrigerez peut-être, de requalifier et de résoudre une équation en Afrique, celle de paradoxe de diplômés sans emploi, diplômés sans emploi et main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire, on aura besoin en fait peut-être de faire un effort de reconversion ou bien de requalification d'une main-d'œuvre qui est certes diplômée, mais qui n'est pas qualifiée pour ces métiers nouveaux. Et là, j'aimerais interpeller Madame Marie sur un peu la dimension africaine, parce qu'on est dans un panel plutôt à une dimension continentale.
Madame Marie, vous représentez en fait la société civile, notamment camerounaise. Oui, merci Madame la modératrice. Je suis non seulement présidente de l'association Jeunesse Verte parce que je l'ai fondée il y a 20 ans. C'est une association qui est partie du fait du constat qu'il y avait un besoin pour nous, jeunes entrepreneurs, de nous créer un espace. Un espace parce que, et là c'est très important aujourd'hui quand on parle de métiers verts, de demain et surtout d'avoir cette plateforme. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir choisi cette thématique. Mon parcours est atypique aussi. Et c'est la raison pour laquelle parler des métiers verts et surtout parler de l'action de la société civile sur cette question est très importante. À l'époque, j'avais 15 ans et j'étais l'une des premières à réfléchir sur comment est-ce que la jeunesse pouvait s'intéresser à ces questions de développement durable. Pour une seule raison, c'est que j'avais trouvé que parler des générations futures, parler du fait qu'on empruntait cette terre de bassin du Congo à la planète était pour moi une interpellation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous jeunes Africains, ou bien nous, jeunes d'Afrique, avons l'obligation, sinon l'intérêt premier, à préserver ce qui est important, notre terre, nos cultures, et surtout, dans cet environnement qui est devenu complexe et large, de nous ouvrir au monde en partant d'une particularité qui est à nous, celle de travailler sur notre potentiel à nous. Alors j'ai fait des études académiques avec une licence parce que traditionnellement j'ai fait, comme toute bonne africaine, dans un système francophone, un système éducatif francophone, un parcours francophone. Il était clair que je devais devenir avocate ou juriste. C'était mon choix. Mais avec la situation, l'environnement, je me suis retrouvée à devenir, 20 ans plus tard, une actrice de la société civile pour défendre la cause et la position des jeunes sur ces questions. Parce qu'évidemment, il y avait peu d'intérêt à la jeunesse, pour nos États, de s'intéresser à ces questions, mais surtout de mettre un dispositif qui permette à la jeunesse de toucher dès la base cette éducation environnementale. Et j'ai trouvé là une opportunité de lancer l'alerte à travers cette association qui est aujourd'hui à 20 ans, qui a pu mettre en place un réseau sous-régional des acteurs, une plateforme de concertation et de débat qui aujourd'hui discute avec les gouvernements, avec les politiques sur comment positionner la place et surtout les métiers et l'emploi de ces jeunes, de manière à leur donner des compétences. Ce que nous avons fait, c'est d'abord de renforcer les capacités de ces jeunes, de leur donner une voix, de leur trouver un espace de dialogue. Et lorsque cet espace de dialogue a été positionné, nous avons, au-delà du plaidoyer, mis en place des projets structurants locaux pour permettre à ce qu'on ne nous taxe pas uniquement de critiqueurs, de personnes qui parlent pour parler, mais plutôt d'acteurs de terrain et de développement. Et à travers ces projets que nous avons aujourd'hui qui touchent au domaine énergétique, qui touchent aux projets écologiques de base, communautaires, nous arrivons à transformer petit à petit le quotidien de nos communautés, le quotidien de nos jeunes, en leur donnant espoir à travers ces plateformes qui sont sorties carrément de systèmes formels pour entrer dans l'informel et se faire une voix. C'est la raison pour laquelle nous nous impliquons sur ces questions. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à travers votre travail, le travail de la société civile que vous représentez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites le même constat que ce que les panélistes viennent de faire, celui d'un effort de formation, parce qu'il y a peut-être une faille dans l'adéquation entre les profils, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment préparé à ces questions de durabilité et on ne les intègre pas assez dans nos systèmes éducatifs et de formation de manière générale. Je fais le même constat parce que de toutes les manières, à la base de nos formations, l'éducation n'est pas au cœur. L'éducation environnementale globale. Mais si on regarde nos cultures, on peut voir effectivement que dans nos traditions, dans nos savoirs, il y a eu cette éducation. Mais comment est-ce que cette éducation se lègue et transmise
actuellement à la jeune génération? Comment est-ce que nous faisons perdurer ces savoirs-là? Comment est-ce qu'à travers les systèmes éducatifs établis, nous arrivons à faire en sorte qu'on comprenne que cette culture environnementale est prioritaire? Et je pense que là, il y a beaucoup d'actions qui devraient être menées. Il y a un besoin d'une action, d'une volonté politique à asseoir cela. Il y a un travail qui doit être fait dans nos écoles, dans nos universités, par des acteurs non formels, mais surtout, il y a un besoin de structurer et d'accompagner les acteurs qui ont commencé à innover et à dynamiser. Et c'est super intéressant en fait ce que vous dites là, Madame Marie. Vous me tendez en fait la perche pour donner la parole à l'académia, parce qu'il y a un besoin, peut-être un effort de relire notre histoire, relire l'histoire africaine, puiser un petit peu dans notre vécu, dans nos manières de faire, pour voir à quel point en fait on néglige certains comportements, certains savoir-faire qui sont au cœur en fait de cette question du changement climatique et de durabilité. Je donnerai la parole justement à professeur Laurent Bejuno-Wang. Professeur Wang, en fait, vous représentez Africa Business School. Et lorsqu'on parle en fait de l'Africa Business School, c'est particulier parce que c'est une école royalement africaine, c'est-à-dire là vous pouvez vraiment, on a cette projection vraiment africaine. Et j'aimerais aussi vous poser une question là en lien avec ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du moment en fait qu'on a une main-d'œuvre des fois certes diplômée mais pas qualifiée à ces enjeux, de voir une fuite des capitaux humains, une fuite de ce capital humain, et on va se dire oui, de toute manière, nous en Afrique, cette question en fait de la durabilité, du vert, ça ne nous parle pas autant, nos entreprises ne sont pas si intéressées à cette question, et donc même si on est formé, même s'il y a un effort qui est fait par la société civile ou bien les différents instituts, on va justement partir ailleurs, là où ça parle plus, de manière plus concrète, de ces questions en fait de durabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de fuite du capital humain africain ? Bonjour à tous, merci Afsa pour cette question que je n'avais pas forcément anticipée. Donc sur cette question du fuite de capital humain, j'avoue ne pas du tout être un expert du sujet. Par contre, je travaille sur une recherche très précise dans le Souss, où donc c'est en plein dans les montagnes, région semi-aride, où en fait les personnes partent. Et elles partent parce qu'en fait, il y a tout simplement plus d'eau. Et l'enjeu, en fait, est assez basique. L'indicateur, c'est comment, quand une goutte de pluie tombe sur les terres, comment elle reste le plus longtemps possible avant de s'écouler soit vers l'océan, soit dans le cours d'eau à côté. Et plus cette goutte d'eau reste longtemps, plus on fait l'hypothèse que la population peut rester, parce qu'il y a d'autant plus de ressources qui restent sur place. Alors la question voilà, c'est un exemple très concret sur finalement comment cette question environnementale et humaine en fait sont complètement intriquées. Dans mon cas, là, je suis professeur en stratégie en business school, donc Africa Business School. Notre enjeu principal statutaire, c'est de former des managers, des cadres, des dirigeants. Initialement, on est très lié à l'OCP qui a financé l'UM6P et Africa Business School. L'idée, c'est évidemment d'élargir ces formations à l'ensemble des entreprises intéressées au Maroc. Et donc, évidemment, de retenir les personnes qui ont été formées avec un niveau de compétence en général plutôt très élevé, ou en tout cas élevé et au moins très correct, et de les adapter par rapport aux nouveaux enjeux actuels et futurs. Et donc, il y a une compétence clé, clairement, qu'on essaie de développer, j'espère avec succès, qui est s'adapter et innover, qui n'est pas du tout en fait une évidence quand on était formé, je ne sais pas, comme juriste ou comme ou en mathématiques ou dans d'autres domaines ou comme agronome, de s'adapter face à de nouveaux enjeux qui n'étaient pas forcément anticipés. Et je pense qu'ABS joue ce rôle
à sa mesure et avec beaucoup d'autres acteurs au Maroc et en Afrique, de tenter de non seulement former, mais aussi déformer, puisque les personnes qu'on a sont ce qu'on appelle des exécutives ou des personnes assez mûres sur le plan professionnel. Et donc l'objet, c'est pas seulement de former, c'est d'abord de déformer, et ensuite les personnes se forment à la manière dont elles ont envie de considérer ces enjeux, qui ne sont pas juste des enjeux de carrière, c'est des enjeux de relation aux techniques, des enjeux de relation, je dirais plus que l'environnement, c'est même plus relation au cosmos. Dans l'Antiquité, on parlait de la relation au cosmos, et le cosmos, c'est on est partie prenante du cosmos. L'environnement, c'est quelque chose qui est un peu externe, qui est autour de nous, c'est le contexte. Le cosmos, c'est on est partie prenante du cosmos. Et quand on agit dans le cosmos, on agit aussi sur nous-mêmes. Et c'est cette interaction qui, notamment dans le domaine managérial, est un vrai enjeu justement de complexité. Voilà. Alors, merci déjà en fait de rappeler ce rôle, je dirais pionnier de ABS dans la formation et surtout cette interaction avec les acteurs économiques, c'est-à-dire vous travaillez sur des exécutives, une formation en fait professionnelle, je dirais, et comment aussi vous pouvez décrire cette sensibilité de l'acteur économique à la question environnementale? Est-ce que vous avez, dans vos interactions avec les acteurs, vous sentez en fait qu'on est prédisposé à changer de mindset, à être intégré dans cette complexité, dans cet esprit de cosmos? Je dirais qu'en fait, il y a trois manières. Il y a la manière... c'est-à-dire la personne ou le collectif qui ne veut pas avancer, qui pense que ce n'est pas urgent. La manière la plus simple, en fait, c'est le système contraignant, presque militaire. Nous, ce n'est pas notre mode de formation, a priori. Il y a d'autres institutions qui font ça, mais à la base, ce n'est pas notre manière. Le deuxième système, c'est le système de compliance. C'est-à-dire il y a une règle et comment on fait pour s'adapter à cette règle, que ce soit ISO 26000 ou peu importe la règle, ça peut être un règlement juridique, un décret ou autre. Et ensuite, il y a la troisième dimension qui est la plus complexe et qui, moi, est celle qui me passionne le plus, c'est pour ça que je suis prof en stratégie, c'est qu'est-ce qu'on fait face à l'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, on a beaucoup travaillé en fait sur ce qu'on essaie de probabiliser, l'incertitude, le risque, etc. Mais je pense que face à l'enjeu climatique, et c'est pas que l'enjeu climatique, c'est tout ce qui est associé, on est face en fait à des enjeux qui relèvent de l'inconnu. Et l'inconnu, le problème, c'est que c'est pas juste une question de quantification, c'est une question d'abord de qualification. C'est comment on peut qualifier le problème, sachant qu'on ne connaît même pas quelle est la réalité entière du problème. Et quand on a justement des personnes qui ont été formées, notamment de manière très bien en ingénierie, avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de sciences dures, il faut justement déformer pour accepter de requalifier les problèmes et ensuite de peut-être les quantifier d'une nouvelle manière, mais dans ce processus ou dans ce voyage, avoir la prise de conscience de ce que ça implique de mettre des chiffres sur un problème. Et quand on est dans l'inconnu, justement, mettre des chiffres sur un problème, c'est tout un enjeu qui n'est pas juste mathématique, mais qui est aussi social, d'où la nécessité de faire interagir des sciences sociales avec des sciences dures pour répondre à ces enjeux au niveau individuel, au niveau des équipes et au niveau collectif pour le Maroc et puis pour l'Afrique. Absolument. Et là, vous évoquez en fait un élément très pertinent à mon point de vue. C'est l'outil en fait un outil prévisionnel pour la gestion en fait de l'emploi et des compétences. Et je pense qu'on a une expérience avec nous, expérience suisse, avec nous également dans ce panel, nous fait l'honneur Monsieur Christophe de Figardo, président de la Chambre suisse de commerce au Maroc. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, la Chambre suisse, récemment, il y a quelques jours, vous organisez en fait une conférence sur la formation duale et l'orientation professionnelle suisse. On n'en parle pas beaucoup au Maroc, peu de partage d'expériences suisses au Maroc, mais on aimerait bien apprendre de cette expérience suisse. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre là, surtout sur cette question en fait, du changement climatique? Comment cette formation duale
comment vous la définissez sur le terrain et comment on pourrait, quels enseignements peut-on en tirer? Ok, merci pour la question. Alors moi, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, et surtout pas très coutume pour un Suisse, mais ça fait 7 ans que je suis au Maroc. Je vais citer un discours de Sa Majesté le Roi, un discours du 20 août 2019, qui a fait beaucoup chaud au cœur aux Suisses, mais je ne sais pas s'il a vraiment percuté tous les esprits au Maroc. Alors je me permets de le citer. « L'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent pas un aboutissement en soi. » Il continue par dire « Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale. » Alors ça, pourquoi est-ce que ça a fait chaud au cœur aux Suisses? Parce qu'il se trouve qu'en Suisse, 70% des jeunes ne vont pas à l'université, ne passent même pas de bac, mais vont directement dans ce qu'on appelle l'apprentissage, la formation duale, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre un métier. Et ce qui, comme résultat, nous amène un taux de chômage des jeunes extrêmement faible. On est quasiment aujourd'hui, Dieu merci, dans une situation de plein emploi dans le pays, avec 2% de taux de chômage. Et pour les jeunes, il est un peu plus élevé, mais parce qu'on compte là-dedans les années sabbatiques, les années de saut après les études, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire formation duale pour nous? Ce n'est pas de l'alternance, c'est de la formation duale. C'est-à-dire que l'apprenti travaille 4 jours par semaine en entreprise et va 1 jour par semaine à l'école. Il n'y a pas de bloc comme dans la formation en alternance. Et ça veut dire que l'apprenti a un contrat, c'est un CDD de 3 ou 4 ans, il est salarié, ce n'est pas un stagiaire, il ne fait pas les cafés, il ne fait pas les photocopies, il travaille, il produit déjà. Il est suivi par un tuteur, ce tuteur est formé pour ça, il est employé de l'entreprise aussi, et il est aussi contrôlé, c'est-à-dire que l'État contrôle derrière, pour éviter tout abus possible. Le contrat de travail, vu qu'on parle d'un apprenti qui commence souvent à 15 ans, donc il est mineur. Alors après, vous allez me dire, voilà, la Suisse fait travailler les mineurs. Oui, la Suisse fait travailler les mineurs, de manière très encadrée, parce que c'est une formation finalement. Donc le contrat est signé par l'apprenti lui-même, par l'entreprise, par ses parents et par l'autorité cantonale. Le canton, chez nous, c'est l'équivalent de vos régions, ici. Maintenant, j'aimerais lever 3 objections possibles, parce qu'on les connaît, parce qu'on les a déjà eues souvent. Ces objections, c'est pour les pays riches. Deuxièmement, c'est pour les grandes entreprises. Et troisièmement, ça coûte cher. Ouais. Eh bien, non, non et non. Pourquoi je dis ça? Parce que la Suisse, à l'époque où elle a créé ce système, c'était en 1870, avec une première loi fédérale qui a été créée en 1930. Et à cette époque-là, la Suisse était un pays pauvre. Ça paraît bizarre d'y penser aujourd'hui, mais la Suisse, à cette époque-là, ne nourrissait pas sa jeunesse. Des gens mouraient de faim en Suisse à l'époque. Donc c'était un pays très pauvre. Depuis, ça a changé certes, et je pense que la formation duale y est pour quelque chose. Ensuite, c'est pour les grandes entreprises. Eh bien non, il se trouve que 99,72%, chiffre 2022, des entreprises suisses sont des PME, donc moins de 250 employés. Elle regroupe 67% des employés suisses, de tous les salariés du pays, travaillent pour des PME. En moyenne, 5 personnes par entreprise en Suisse. Plus de la moitié des entreprises suisses ont un seul employé. Et il se trouve que ces entreprises-là regroupent ou emploient 87% des apprentis du pays. Donc, c'est que des petites entreprises qui ont des apprentis, quasiment. Ensuite, ça coûte cher. Alors, je vais vous donner les chiffres. Ça, c'est les chiffres de 2016. En Suisse, on est très chiffres, on aime beaucoup ça. Il se trouve que les activités productives des apprentis, par année, rapportent 56 milliards de dirhams. Les coûts, donc les salaires, les coûts d'encadrement, les écoles, etc., 50 milliards de dirhams. La soustraction est vite faite. 6 milliards de dirhams de bénéfices nets pour l'économie du pays. Très simple. Donc ça ne coûte pas cher. Ça rapporte au pays. Là, je fais le lien avec les besoins de l'économie. On a aujourd'hui une liste de 245 métiers qui sont soumis à apprentissage. Cette liste est revue de manière permanente chaque année.
Et pour chaque métier, les cursus, c'est-à-dire comment dirais-je, ce qui est demandé aux apprentis et ce sur quoi ils sont testés lors de leurs examens finaux ou lors de leurs examens annuels, sont revus tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une adéquation avec l'économie. Et là, on peut faire le lien avec les métiers verts, je vais y revenir tout de suite. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le Maroc est très demandeur d'investissement aujourd'hui. La Suisse aussi, d'ailleurs. Il y a toujours des sociétés qui viennent investir en Suisse tous les jours. Donc, tout ça pour dire que la course n'est jamais terminée. Et puis, la formation professionnelle, on a beaucoup d'exemples dans le pays où la formation professionnelle a été un argument en faveur de la localisation en Suisse d'entreprises. Malgré un coût de main-d'œuvre beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans le monde, malgré des coûts de loyer, des coûts de vie en général beaucoup plus élevés, des entreprises viennent s'installer. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est vraiment tout bénéf. Je fais un peu de la pub pour le système, mais parce que je pense que c'est un très bon système. Ensuite, les métiers verts maintenant. Aujourd'hui, on a en Suisse 5,3 millions de personnes, enfin la population active c'est 5,3 millions de personnes. Les métiers verts, 165 000 aujourd'hui. Donc c'est pas beaucoup. Et l'objectif du pays, c'est d'atteindre le net zéro en 2050. Inutile de dire que ça va être très difficile. C'est ce qui maintient aujourd'hui toute l'économie suisse réveillée la nuit et ce qui leur donne des cauchemars. Pour vous donner un exemple, une grosse source de rejet carbone, c'est le parc immobilier. Un parc immobilier qui n'est pas nécessairement bien isolé, la construction, ça rejette beaucoup de carbone, la production de ciment, c'est très polluant, etc., etc. Aujourd'hui, on a 120 000 salariés dans le pays qui travaillent à l'assainissement du parc immobilier du pays. Ces 120 000, ils travaillent sûrement très bien, 8 heures par jour, très motivés et tout, mais ils arrivent à assainir 0,8% du parc immobilier du pays. Pour maintenir le carbone zéro en 2050, il faudrait 4%, 5 fois ça. Donc on est encore très loin du rythme. Le solaire, aujourd'hui on a 8 000 personnes qui installent des panneaux solaires dans le pays. En gros, par année, ils installent 700 mégawatts de panneaux solaires de capacité. Pour atteindre le carbone zéro en 2050, il en faudrait 3 000. 4 fois et demi ça. On pense donc qu'à terme, en Suisse, environ 20% de la population active, donc plus d'1 million de personnes, devraient s'occuper de transition et donc occuper des métiers verts. Donc je pense que les 60 millions du PNUD, à mon avis, c'est un peu court. Parce que si la Suisse arrive à déjà en prendre 1 million, ça risque d'être court. Donc je pense que ça va être beaucoup plus que 60 millions. Donc voilà. Alors, très bien. En gros, en fait, merci d'abord pour le partage de l'expérience suisse. On a fait une belle, plus d'une minute promo pour le système suisse. C'est excellent en fait comme partage d'expérience. Et là, vous êtes clairement en train de dire à Madame Bachkour et à Monsieur Cohen qui pourraient peut-être descendre un peu plus, voir non pas les bacheliers, non pas les universités, mais peut-être voir aussi les lycées. Et on le fait déjà. Vous le faites déjà ? Oui, on le fait déjà. En fait, on a un accord avec le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Et donc, sur les sites de Tanger et Oujda, nous formons justement des... Alors, pas de la même manière, parce que ce système, je le connais très bien de par mon expérience professionnelle. J'ai vraiment eu l'opportunité de voir à quel point il était très puissant et très, je dirais, très rentable pour les entreprises. Moi, j'ai visité une fois une entreprise au Danemark qui faisait le même métier que je faisais avant ici au Maroc. Et moi, j'étais vraiment directeur d'une usine, donc qui faisait les mêmes produits. Et au Danemark, j'ai découvert une entreprise qui faisait 10 fois la production qu'on faisait ici, avec 4 fois moins de personnes. Mais avec une efficacité déroutante. Et le secret, quand j'ai commencé à creuser, parce que j'avais la chance d'être dans une entreprise qui rachetait cette entreprise-là, donc j'avais accès à beaucoup de données et tout ça. Donc c'est une entreprise française qui l'a racheté. Le secret, c'était ça, c'était exactement ça.
c'était que les gens ils pouvaient passer 10 ans en apprentissage. C'est-à-dire que vraiment, avant d'atteindre je dirais des niveaux de management ou des postes de management, ou même des postes, je dirais même de spécialisation, ils pouvaient passer beaucoup d'années, dont 4 à 5 années dans la formation, je dirais, initiale. Alors ici au Maroc, on le fait malheureusement pas de cette manière-là, on le fait pour les gens, pour éviter le décrochage scolaire. Donc pour je dirais les jeunes lycéens qui n'arrivent pas à suivre le cursus, je dirais, normal, donc ils sont candidats à apprendre des métiers. Donc on a une formation justement qui débouche sur un diplôme de technicien, je dirais non spécialisé, mais bon, c'est pas un technicien bac plus 2, donc il fait 3 années de formation avec un bac professionnel. Donc c'est pas le même esprit, mais ça permet aussi d'avoir. Alors le problème, c'est le recrutement. Dans ça, c'est vraiment très très difficile de recruter ce genre de population au Maroc. Et je pense que Christophe l'a très bien en fait rappelé. Le discours de Sa Majesté, c'était pour dire que c'est pas un signe de réussite seulement en fait le fait de décrocher son baccalauréat et faire des études universitaires. La formation professionnelle, elle a toute sa place surtout en fait dans le positionnement actuel du Maroc, qui est celui de dire que voilà, on va se positionner dans les métiers mondiaux, on va être ouvert sur l'industrie, on va se former pour la demande du marché. Ce qui est très important dans ces pays-là, c'est la valorisation de ces diplômes-là. C'est ça ce qui est très important. C'est l'image qu'on donne. C'est-à-dire qu'un jeune qui va décider de faire une carrière, d'aller directement vers un emploi manuel ou un emploi qui n'est pas forcément un poste de management, il ne se sent pas sous-évalué ou non valorisé. Donc au contraire, c'est pourquoi donc, quand on va dans les pays, même en Allemagne, c'est le même système, en Suède, etc., dans tous ces pays-là, c'est très très valorisé par la société. Moi je pense que c'est plutôt là où il y a le problème aujourd'hui, c'est que nous on a tendance à valoriser plus les doctorats, les machins, donc les bacs plus 10, les bacs plus 20, etc., qui ne sont pas forcément aussi productifs qu'un, je dirais, niveau bac ou qui est vraiment quelqu'un qui est très efficace dans ce qu'il fait et qui apporte une valeur ajoutée tangible par rapport à certains métiers. Tout à fait. Alors, sans vouloir vexer quiconque en fait sur le panel, parce qu'on a des gens qui ont fait des bacs plus... On a tous fait des études, mais... Mais pour dire que justement, s'il faut parler aujourd'hui en fait de la valorisation aussi des métiers verts, il faudrait aussi penser à la valorisation des diplômes de la formation professionnelle. Et j'aimerais aussi revenir sur un point qui a été évoqué lors de vos deux interactions là sur la notion de l'apprenti. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans notre culture, n'est-ce pas? Donc notre culture, je dirais, maroco-marocaine. Et d'où l'intérêt aussi peut-être de faire un effort de creuser dans notre histoire et de voir peut-être la question du narratif. Et j'aimerais redonner la parole à Monsieur Laurent sur la question du narratif. Vous me disiez tout à l'heure en fait que ça c'est votre champ d'expertise. Alors comment peut-on aussi retravailler notre narratif par rapport à la valorisation de ce qu'on fait et la valorisation de notre histoire? Alors c'est vrai que tout à l'heure on en parlait à la pause déjeuner, mais là du narratif et au niveau même du Maroc et de l'Afrique, si on revient à un niveau peut-être plus individuel, et je reviens un peu à ce que je disais avant, c'est le narratif, c'est ce qui permet de donner du sens à quelque chose, quoi. Et si je relis ça avec la question de l'apprenti, il n'y a pas d'apprenti sans maître. Et la question, c'est pas que l'un apprend à l'autre et l'autre est juste le réceptacle d'un savoir qu'il ne maîtrise pas, c'est quelle histoire ils racontent ensemble. Et pour moi, c'est vraiment la différence entre savoir et connaissance. C'est-à-dire le savoir, c'est on peut se mettre sur un ordinateur, on tape sur Google et puis on sait plein de choses. La connaissance, c'est autre chose. La connaissance, c'est comment ce savoir me transforme, me traverse et me transforme et me permettre de renaître à moi-même. D'ailleurs, c'est ça, connaissance. Connaissance, c'est naître avec. Et le savoir est plus externe. Donc la question de la narration, pour moi, c'est un peu la concrétisation quand un savoir se transforme en connaissance et fait sens pour l'apprenant, évidemment, mais aussi pour son maître, qui pour lui, ça fait sens de transmettre
pas juste des techniques, ça fait sens aussi de transmettre le devenir peut-être d'une société, d'un collectif, d'une manière de vivre, d'une tradition, de choses qui ont de la valeur pour lui au sens qui compte. Voilà. Donc, là, pour un peu récapituler, et là je commence déjà à faire un peu le wrap-up pour les recommandations, c'est peut-être valoriser les diplômes professionnels, être dans une approche en fait tournée vers le marché, et puis aussi en termes de pédagogie, ne pas vraiment tourner le dos à notre histoire et voir ce qu'on pourrait apprendre de ce que nous avons comme histoire, notamment cette question de l'apprenti et de l'apprentissage, je dirais pas en opposition, mais en complémentarité avec le savoir, connaissance, savoir et aussi flux de transmission. Comment repenser toute cette pédagogie? Juste une petite remarque par rapport à Africa Business School. On a une insistance particulière à pousser les cadres, managers, futurs dirigeants à aller sur le terrain. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que certains en fait ont un peu sauté, loupé ou évité cette étape sous prétexte de gros diplômes, ce qui, je pense, est une vraie bêtise pour être poli. Et c'est vrai qu'à Africa Business School, on insiste vraiment sur la nécessité d'aller vraiment sur le terrain. Parce qu'on peut devenir un très bon manager en maîtrisant des tableaux Excel avec 15 lignes et 12 colonnes. Mais ce qui importe, et là où c'est vraiment là où il y a vraiment la maîtrise, c'est quand on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand il y a 47, ça veut dire quoi sur le terrain concrètement, et qu'est-ce que c'est dire pour la personne qui a inscrit le chiffre dans cette case. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci en fait pour la parenthèse, parce que c'est essentiel aussi d'être dans le terrain et de comprendre ce qu'on aimerait. Moi, j'aimerais aussi qu'on précise un peu davantage cette question de métier vert. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets, Madame Hikma, là, sur un métier vert? Oui, bien sûr. En fait, moi, j'aimerais d'abord rebondir sur l'intervention de Madame Marie. Quand elle a parlé de tradition et d'Afrique, je pense que le mot-clé aujourd'hui par rapport aux enjeux des changements climatiques et des emplois verts en Afrique, ce sont les pratiques ancestrales. Il est très important aujourd'hui que nous revenons à ces pratiques ancestrales qui, à un moment donné, il y a eu une perdition de ces pratiques à travers le temps. Je trouve ça malheureux, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris que nos pratiques soi-disant modernes ont des limites, que finalement, nous devons revenir vers les pratiques ancestrales. Moi, je dis toujours que le meilleur exemple, c'est le moulin à vent. Le moulin à vent, c'est finalement l'équivalent aujourd'hui de l'éolien. Donc, finalement, à un moment donné, nous étions dans une économie durable et verte. Et nous avons pensé pendant longtemps que l'écosystème, que l'environnement était un sous-système de notre économie. Mais finalement, on s'est rendu compte que nous sommes le sous-système et que c'est l'environnement qui prédomine et non pas l'homme qui prédomine, parce que finalement, la planète, elle se retourne contre nous. Et donc, excusez-moi, nous sommes obligés justement de privilégier les emplois verts. Donc, quand on parle d'emploi vert, moi, je dis que nous devons intégrer ou nous devons faire en sorte à ce que tous les emplois soient verts. Tous les emplois et tous les salariés aient cette connotation d'emploi vert. C'est-à-dire que nous n'avons plus la possibilité d'avoir des emplois qui aient une incidence ou des externalités négatives. Donc, aujourd'hui, cette transition vers l'économie verte, elle aura, je dirais, 3 types de répercussions. Soit nous aurons des emplois nouvellement créés, nous aurons aussi des emplois qui seront soit transformés ou complètement écartés, surtout dans des secteurs à forte intensité carbone. Et donc, nous devons suivre cette réalité par rapport à nos besoins spécifiques, parce que les besoins de la Suisse ne sont pas les besoins du Maroc. Mais encore une fois, l'expérience de la Suisse, ce qu'elle peut nous apprendre, c'est que nous devons sortir des sentiers battus et que nous devons un peu nous éloigner de ce dogme
des parcours un peu conventionnels de baccalauréat, licence, master et doctorat, et que nous devons, c'est l'occasion ou jamais qui se présente aujourd'hui à travers cette nécessité d'avoir des emplois verts, de repenser un peu les parcours et d'avoir des parcours un peu qui s'adaptent aux besoins de notre pays. Voilà. Merci, merci Madame Hikma. En fait, là on comprend que justement il y a trois types de métiers, ceux qu'on va complètement éjecter du système, ceux qu'on va garder mais qu'on va essayer justement de transformer, pardon, et ceux que réellement on va créer de manière toute nouvelle. Alors par rapport à la transition, j'aimerais revenir à Monsieur Le Cohen peut-être pour un dernier point sur les métiers qui sont en transition. Là, vous nous avez parlé justement de deux secteurs, Fenelec, l'électricité, et les FIM, en fait, avec les métiers métallurgiques. Est-ce qu'il y a un changement, une vraie transition, en fait, dans ces deux métiers, l'électricité au Maroc et la métallurgie? Oui, alors, déjà, par rapport à la définition que vous avez demandée, aujourd'hui, on définit les métiers verts et les métiers verdissants. Alors, dans le cas de la Fenelec, on va parler de métiers verts, et dans le cas de la FIM, on va peut-être parler dans certains cas de métiers verdissants. C'est quoi les métiers verts? Les métiers verts, c'est des métiers qui vont contribuer à préserver l'environnement. Donc c'est notamment tout ce qui est activité d'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la biomasse, etc. L'agriculture, je dirais, pas très intensive, etc. Et les métiers verdissants, c'est des métiers qui vont essayer de limiter l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire c'est typiquement des métiers qui sont, je dirais, qui ne s'inscrivent pas dans la transition énergétique ou qui sont, je dirais, pas très propres, mais qu'on va essayer quand même donc d'en limiter les effets sur la transition énergétique ou sur l'environnement en général. Alors par rapport à la Fenelec, c'est clair, donc c'est le métier de l'électricité. Moi je dis toujours l'électricité, c'est l'énergie de demain. C'est l'énergie je dirais, moi je vois dans 50 ans tout va être à l'électricité, quoi. Dans ma tête c'est clair et net. Donc aujourd'hui on parle des voitures électriques, les camions électriques, les avions électriques, tout sera électrique. Aujourd'hui c'est une source d'énergie qui est très très propre, c'est une source d'énergie qui est très flexible. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à la stocker en grande quantité avec des densités un peu faibles sur de petits volumes. Et donc, une fois on aura résolu ce problème-là, elle va se diffuser et elle va supplanter toutes les autres formes d'énergie. Donc, c'est l'énergie de demain, c'est l'énergie qui est la plus propre. Après, bien sûr, il faut voir comment est-ce qu'on la produit. Donc, si on la produit avec des éoliennes, avec des panneaux solaires ou avec des usines marémotrices ou autres, donc en utilisant les forces de la nature, c'est clair que ça va être tout à fait vert. Maintenant, concernant les métiers de la FIM, c'est-à-dire tout ce qui est métallurgie et autres, là c'est clair qu'on est dans l'autre registre, mais parce qu'aujourd'hui on utilise à grande échelle des sources d'énergie fossiles. Mais ça aussi est appelé à changer. Donc une fois on aura mis en place les capacités nécessaires en termes de production d'électricité propre, toutes les industries vont suivre et donc la question ne se posera plus. Donc c'est vraiment l'énergie en fait qui va faire la différence. Et il y a une chose qui est très importante parce que moi j'aime bien qu'en Afrique, je suis désolé de me porter un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que a dit notre confrère. C'est qu'aujourd'hui, on demande à l'Afrique de revenir aux traditions, machin. Non, moi je dis l'Afrique, il faut qu'elle se développe. Il faut que l'Afrique se développe. L'énergie, c'est quelque chose qui a permis d'abolir l'esclavage. L'esclavage a été aboli parce qu'on a réussi à dompter l'énergie. On a créé les machines, donc on n'avait plus besoin d'esclaves pour labourer les champs, pour porter de lourdes charges, etc. Et donc il n'y a pas d'autre moyen que de se développer. Maintenant, on peut se développer de manière intelligente. Et justement, en tenant compte de l'environnement, et je dirais en revenant un petit peu en ayant toujours en ligne de mire qu'il faut préserver l'environnement.
c'est deux choses qui, pour moi, ne sont pas antagonistes. Mais je dirais le discours qu'on entend souvent de l'Afrique, qu'il faut revenir aux traditions, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne, connecté. L'Afrique, moi, j'en parle parce que je voyage beaucoup en Afrique. Et sincèrement, c'est un crève-cœur dans certains pays de voir des pays très riches avec 7% de population qui a accès à l'électricité. Et quand on dit que seulement 7% de la population a accès à l'électricité, c'est-à-dire qu'on a 93% de la population qui est condamnée à la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, sans savoir, aujourd'hui on est dans une société du savoir, dans une société de l'information. Sans électricité, on ne peut rien avoir de tout ça. On ne peut pas accéder au savoir, on ne peut pas accéder à l'éducation. Et donc, je dirais, il faut qu'on se développe, il faut qu'on aille vraiment vers le développement pour que, je dirais, tout le monde puisse bénéficier de ces avancées technologiques immenses. Mais bien sûr, il faut le faire en respectant, je dirais, la nature et l'environnement. Alors, désolé, je suis un petit peu passionné quand je parle de ça. C'est peut-être en fait la nature du modèle de développement qui est discutable. Je donnerai la parole sans transition à Madame Marie qui souhaiterait prendre la parole rapidement. Ah oui, merci. Je grouillais de vouloir réagir à ce qui a été dit parce que effectivement, on parle de développement, mais on ne dit pas qu'il faut mettre de côté nos traditions. Nos traditions ont toujours été là. Notre culture a toujours été là. Et même si certains leaders du monde aujourd'hui voudraient s'appesantir sur un certain discours, je pense qu'on devrait se recadrer nous-mêmes et prendre notre destin en main en nous disant c'est de notre avenir qu'il s'agit, c'est de notre culture qu'il s'agit, c'est de notre continent et c'est surtout de notre réalité locale qu'il s'agit. Donc pour moi, je voudrais d'abord qu'on revienne à notre identité à nous. Comment est-ce que depuis plusieurs années, nous avons conservé ces savoirs-là? Est-ce que dans la recherche aujourd'hui, dans les innovations qui se font dans le monde, il n'y a pas à creuser dans cette culture, dans cette tradition, dans ce que nos parents ont laissé ou ont laissé comme legs? Et aussi la grande question, c'est de savoir aujourd'hui, quand on parle de l'évolution un peu de nos sociétés, quel est le modèle de société qu'on voudrait? Quel est ce modèle? Qu'est-ce qu'on veut comme métier vert? Qu'est-ce qu'on veut comme développement de nos sociétés? Et je pense que c'est de là que vient tout le sujet et toute l'attractivité. Je reviens là-dessus parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé la dernière fois sur on a fait une étude en fait qui visait à étudier le parcours professionnel du jeune africain. Aujourd'hui, la jeunesse africaine ne veut plus rêver en fait. Elle veut partir sur la base de métiers qui sont réalistes et dont l'économie locale peut impulser le développement ou l'action de ces acteurs. Donner des emplois verts. Si, par exemple, le bassin du Congo, aujourd'hui, sera le deuxième poumon de la planète, et que dans cette région, il y a des ressources qui lui permettent aujourd'hui d'être au cœur du développement, il faudrait que les populations environnantes, que la jeunesse bénéficient de cette ressource-là. Par compensation, parce qu'on parle aujourd'hui de métiers qui vont impulser dans le cadre de la sobriété à d'autres choses, qui vont partir sur la décarbonation et qui vont apporter des opportunités nouvelles. Mais il faut adapter. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les stratégies qui se mettent en place, que ce soit dans le modèle associatif, qui pour ma part aujourd'hui devrait changer. Comme je l'ai dit, il y a l'informel et il y a le formel. Beaucoup ont quitté le formel parce que le formel n'a pas regarder ou étudier la réalité locale. Beaucoup de jeunes ont quitté là, ils sont rentrés dans l'informel. L'informel, malheureusement, n'a pas été organisé en Afrique, dans certains pays en tout cas. Il est important aujourd'hui qu'on restructure, qu'on réorganise les jeunes qui sont dans le milieu informel. Et si je prends le cas des acteurs associatifs comme les nôtres, eux, ils ont parlé, par exemple, dans le système dual, on parle de contrat qui est donné à des jeunes pour les permettre de vivre de leur quotidien. Dans le cadre des actions des acteurs de la société civile, aucun modèle de business plan n'encourage ou n'accompagne les acteurs de développement aujourd'hui à changer, à les encourager à être aux côtés des États
pour changer la donne et avoir des métiers qui sont compétitifs. Parce que l'action se fait au niveau local, elle doit être dynamisée, elle doit être accompagnée avec des incentives, avec des incitations fiscales, avec des gouvernements qui se préoccupent de ces questions-là, qui réfléchissent aux leviers économiques, environnementaux qui doivent être le leur aujourd'hui. Donc le discours sur est-ce que ça doit se faire avec l'extérieur? Oui. Est-ce que ça doit se faire avec les nouvelles technologies? Oui, nous le faisons, mais elle doit partir de la base avec les bénéficiaires, avec les acteurs, avec ceux qui sont au cœur du développement et qui sont les populations elles-mêmes. Pour ma part, je pense que c'est capital. Alors, je pense que Monsieur Laurent voulait prendre la parole. Ouais, non, juste une petite remarque, c'est intéressant comme débat. Non, une petite remarque, c'est que moi j'aime beaucoup un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss et qui a une définition de la technique qui est très très particulière, qui est d'ailleurs incompréhensible au premier abord, donc je vais prendre le temps juste de la dire en ces deux mots. Il définit la technique comme une tradition efficace. Et Marcel Mauss, ce n'est pas n'importe qui, il a pris le temps d'écrire ça, et donc a priori ça a quand même du sens, même si comme ça on pourrait dire que c'est a priori insensé. Pourquoi il dit que c'est une tradition efficace? Parce qu'il n'y a pas de technique sans histoire des techniques. Et tout le problème justement on va dire peut-être même du capitalisme, c'est d'avoir exporté des techniques dans des endroits qui n'avaient pas cette histoire. Oui. Alors la question c'est, est-ce que quand on le fait, c'est pas bien? Ben non, si ça permet de progresser, que d'électrifier les 93% de la population qui n'ont pas d'électricité, a priori ça serait plutôt bien. La question c'est, est-ce que c'est bien pour cette population? Parce que se développer, c'est quand même sortir au sens propre de son enveloppe. C'est pas je viens, je casse l'œuf pour laisser le poussin sortir. Donc on attend quand même que le poussin il prenne le temps de sortir. Et donc c'est cette articulation qui n'est pas facile à tenir entre on sait ce qui est bien et en même temps le discours quand même aujourd'hui, je pense communément admis, c'est quand même de dire que les pays doivent se développer ou les communautés par elles-mêmes. Mais le chemin pour y arriver est encore multiple et varié. Et donc je pense qu'il faut accepter aussi cette part d'inconnu. Et là je prends Aristote qui avait cette phrase que moi j'adore, qui dit il y a 3 types d'hommes. Il y a les vivants, donc on va dire c'est nous. Il y a les morts, c'est peut-être les générations qui viendront jamais parce que l'environnement ne le permet pas. Et puis il y a tous ceux qui partent en mer. Et tous ceux qui partent en mer, c'est ceux qui essaient en fait d'aller dans cet inconnu, où il y a tout à inventer, il y a un port à trouver, il y a une embarcation à faire tenir, il y a un collectif à maintenir sur cette embarcation. Et je pense en fait on est dans ce voyage en ce moment. Et d'accepter la complexité on ne sait pas où arriver. Voilà. Merci Laurent en fait pour ce complément très très intéressant. Alors j'ai pas envie en fait de conclure là tout de suite. Je pense que vous nous donnez en fait une excellente transition parce que l'identité africaine, comment build better, on parlait depuis tout à l'heure du développement, c'est un grand défi pour le continent en entier. Mais quel modèle de développement? Est-ce qu'il faut regarder en arrière? Est-ce qu'il faut couper radicalement avec notre histoire? Est-ce que c'est de l'endogène? Est-ce que exogène? Est-ce que c'est le développement? Donc c'est beaucoup en fait de questions, mais dans tout cela, je pense que l'identité elle est très importante dans tout ce qu'on a dit. Peut-être qu'il serait aussi intéressant d'apprendre de la trajectoire entre guillemets du Nord et pour ne pas commettre les mêmes erreurs, notamment lorsqu'on parle du changement climatique. Alors très rapidement, lorsqu'on parle de cette identité africaine et des métiers de demain, on parle aussi de soft skills et de leadership. Donc quels soft skills, quel leadership pour les métiers de demain en Afrique? Monsieur Adala Anouari, expert en leadership organisationnel de George Washington University. Qatar. Ladies and gentlemen, thank you for being here today. My name is Adala Anouari. I'm an organizational leadership specialist and I'm here to talk to you about global leadership in Africa and its requirements to get to success. But let's get started with our perception of success. For some,
it's a dream. For others, it's a daily routine. But for us today, African people, it's a plan. We are planning success for ourselves, for our countries, for our beloved Africa. But what is success? Success has 4 components: passion, knowledge, perseverance, and a partnership. And today, we have them all, don't we? Now, what if I tell you that this technical knowledge is not enough? And we come to know that only when we face one of these situations. When we are defending our profile in a job interview and then find out that we are not the only ones who have those hard skills. Everything we learned in school has taken us this far. But what makes each one of us different is what we learned out of school, what we learned in life. Second situation, when we are selling our business idea to a potential investor. Creating a product is a thing. Selling it is another story. Don't sell a product. Solve a problem. Empathy is key. Third situation, when an African engineer brilliantly masters a project, but finds himself unable to explain it to others and convince them. If you don't explain it simply, people will not follow you. Critical thinking is what you need. And diplomats, when we are defending Africa's interests around the world but lacking the finesse of using our solid arguments, some negotiations are won before you sit down. Be well informed, well organized, and own the situation. Lead. So when we say that technical knowledge is not enough, now you know what's missing. According to Carnegie Institute of Technology, 85% of your financial success is due to your personality and ability to communicate, negotiate, and lead. Shockingly, only 15% is due to technical knowledge. These are commonly called soft skills, or in French, compétences transversales. But let's agree on using one word to describe them: leadership. Africa's history is rich in great leaders, but today, in this fast-changing world, we need more than leaders. We need leadership mindset in everyone, every organization, and every nation. Some argue that through this commitment, Morocco would aim to require leadership in Africa. I answer them that it is to Africa that the kingdom seeks to give leadership. His Majesty King Mohammed VI. Relentless efforts are being made to awaken this leadership and sharpen it in each one of us. Individual leadership, emotional intelligence, creative thinking, critical thinking, teamwork, and dozens of other soft skills. Unfortunately, in the absence of a clear vision, individuals stay self-centered. The African job candidate, entrepreneur, engineer, or diplomat should know that every time he or she acts, he or she places a brick in Africa's future. You should act as if what you do makes a difference. It does. And for that to happen, the organization, country, and Africa's vision must be shared, explained, nurtured, and the roles defined. As a matter of fact, we want to know why we are doing things. We need a purpose, motivation. And the bigger it is, the more active we become.
And it all starts from inside out. Let's start with individual leadership. Instead of being self-centered, it should be designed for one to serve all. It should be designed to sharpen your own skills, to boost your organization, and to help your nation thrive. Second level, organizational leadership. Instead of focusing on the individual, it should be designed for all to serve each one. We should think and act globally. You grow collectively. And we should not develop a leader anymore. We should develop a 360 leadership. And as Kamala Harris said, the way to grow your power is to give it away. Third level is global leadership. Think beyond borders of land and time. Be shapeless. Be timeless. It takes a visionary to build leaders. And it takes a protagonist to build visionaries. Global leadership is to be aware how strong your butterfly effect is, and it is beyond everybody's lifespan. So our success as Africans is a mission for each individual, organization, and nation. That is why we need global leadership for Africa, and it starts by you. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Be impactful. Thank you very much for organizing this conference, and thank you for your attention. Thank you, Mr. Anwari, for this moving and eloquent speech, for your touching words. And it's not really all about hard skills, it's also about leadership, storytelling, and soft skills. Thank you again, Mr. Anwari. And je donnerai directement la parole à... Voilà. Nous avons déjà 3 questions ici. Voilà. Oui. Merci madame, donc je me présente, donc professeur Belkadé, donc je suis expert en entrepreneuriat auprès du ministère de l'enseignement supérieur, en même temps dans l'économie verte. Donc c'est pour cela donc un des piliers d'aujourd'hui, donc c'est l'entrepreneuriat vert. Donc j'aimerais bien avoir des échanges avec vous. Je suis en même temps dans les directoires de pas mal de sociétés qui développent un peu des produits verts. C'est pour des produits marocains pour faire valoir l'économie verte au sein des entreprises. Et en même temps, je préside la commission économie verte à ce sujet. Donc, je remercie les organisateurs pour cet excellent forum, donc les panélistes aussi. Par contre, j'aimerais bien donner quand même un remerciement particulier à Madame Chafil, la directrice de 4C, qu'on a eu l'occasion de travailler avec elle dans des projets au niveau de l'économie verte auprès de la CGM. Donc, c'est une dame qui travaille là-dessus, vraiment, je la remercie. Donc l'Institut avec M. Cohen qui fait un travail énorme au niveau du préscolaire, du scolaire et de l'université, ça c'est important. Par contre, j'ai pas mal de points à mettre sur l'économie verte parce que l'entrepreneuriat, il faut qu'elle soit dedans. Je pense qu'il y est déjà en culture entrepreneuriale chez nos élèves, nos étudiants, je pense c'est sûr, parce qu'on aura besoin, pas des employés, des entrepreneurs futurs qui gèrent un peu tout ce qui est entrepreneuriat vert. Parce que ce qu'il a dit... au niveau de la Suisse, donc il y a déjà des entrepreneurs qui travaillent, qui font ça. Donc il faut qu'on leur inculque la partie entrepreneuriale avec la formation de base et qualifiante. Le dernier point pour ne pas tarder, c'est les piliers de l'économie verte. J'aimerais bien avoir de l'entrepreneuriat vert au sein des 6 piliers. Parce que moi, il parle de l'éco-conception. Il faut qu'on mette vraiment des gens pour avoir du biosourcing avec nos produits locaux marocains. Ça, c'est important. Ou africains. Parce qu'on a des ressources au niveau de l'Afrique, il faut qu'on les gère, il faut les valoriser, donc il faut de l'employabilité auprès de l'entrepreneuriat vert chez ces jeunes-là qui peuvent quand même sortir avec des RD, des recherches de développement auprès des universités et avoir du boost sourcing, parce qu'on a pas mal. Ça, au niveau de tout ce qui est éco-conception. Économie circulaire, pareil,
il faut qu'on aille quand même des entrepreneurs ou des emplois verts dans l'économie circulaire, pas avec la culture, mais en même temps avec de l'opérationnalité, parce qu'il y a pas mal d'économies circulaires au sein de nos process industriels. Le troisième, la décarbonation, on est déjà dedans, donc vous avez parlé, donc la décarbonation, il y a pas mal de produits non énergivores, donc on peut le gérer et l'inculquer dans l'économie verte. Par contre, un point qui est très important pour clore, c'est la biodiversité. Il faut qu'on gère un peu la faune, la fauve et tout ce qui est plantes, parce que ça peut décarboner en faisant des cultures intercalaires auprès de l'agriculture africaine et avoir de l'absorption de carbone. Et puis, on peut quand même avoir un autre poumon, à part le poumon de la forêt, le poumon des intercalaires qu'on est en train d'éviter, c'est les cultures intercalaires. Et merci à vous. Merci à vous, cher monsieur, en fait, pour tous ces insights. Peut-être on prendra encore un autre commentaire, question. Ça va être un petit peu commentaire-question. Professeur Tahiri Mohamed de l'Université Hassan de Casablanca. J'ai occupé le poste de titulaire de la chaire de l'innovation pendant 10 ans, directeur de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation pendant 2 ans. J'ai développé énormément de choses au niveau de soft skills, de l'entrepreneuriat durable et de l'innovation, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. J'aimerais rebondir sur la formation duale de la Suisse, pour dire que si on enlève la société qui est analphabète au Maroc, qui est environ aujourd'hui de 30%, 75% des élèves marocains scolarisés n'obtiennent pas leur bac. Le nombre d'étudiants global à l'université, aux grandes écoles au Maroc est de 2,7%. Donc 97% ne sont pas. Donc les chiffres sont très frappants. Donc ce n'est pas le cas de la Suisse, tout le monde est scolarisé. Donc si on enlève, on va voir 70% qui n'ont pas le bac, c'est pas mal, mais nous avons déjà 30% qui n'ont pas été à l'école. Si maintenant 2,7% sont des étudiants, ce n'est pas pour autant qu'il y a la création de métiers verts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une omni-absence de la culture environnementale et l'éducation environnementale au sein de nos écoles depuis le bas âge. Et moi, je suis sur un projet de livre de l'éducation à l'environnement au sein de l'université marocaine parce que j'assiste à des scénarios alarmants, frappants, choquants tous les jours. C'est bien sûr la gestion de l'eau, que de l'énergie, que des déchets. Alors que j'ai visité une université en Turquie qui produit, qui reçoit de la matière première le matin et du money, business, de l'argent l'après-midi. Donc, elle produit. Il y a plusieurs start-up incubées au sein de l'université. L'université est devenue entrepreneur. C'est depuis 2000 qu'on parle de l'université entrepreneur ici au Maroc. C'est encore un petit peu... qu'est-ce que je veux dire ? Ce n'est pas la peine de dire, vous comprenez tout ce que je viens de dire. Maintenant, par rapport justement au dernier mot, c'est au niveau de le paradoxe hard et soft skills. Alors c'est très beau de voir qu'au niveau de la Suisse, on apprend des métiers. C'est ce qu'était le Grand Maroc, la grande nation marocaine, le Kftan, le Belra. Personne n'a pu nous convaincre jusqu'à aujourd'hui, depuis 8 siècles. Ça veut dire que nous sommes un peuple de métiers, un peuple de fabrication de bateaux, de guerre, etc. Donc, nous avons ça dans le sang. Moi, je suis allé en Libye et en Algérie, il n'y a pas de métier. Hein, d'accord ? Donc, nous avons le plâtre, la céramique, le cuir, le tissu, etc. Donc, nous sommes une nation de métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un lion à cette pâte. La pâte, elle est là. La matière première, elle est là. Et donc là, ce que je voulais dire, le duel ou le paradoxe soft et hard skills, c'est qu'on ne peut pas être que hard skills, que le tape à l'œil. On ne peut pas. En Italie,
un mari et sa femme, ils ont une start-up. Ils ont un petit atelier en bas. Ils fabriquent des filtres pour l'eau, des pompes, des cafetières, des robinets, etc. Ils ont un hard skills first. They are first hard skills. So they get knowledge and after they check how to apply. But really, they don't need themselves to sell. They need leaders to sell. Okay, I am okay with you. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Oui, deux autres interventions. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Je suis M. Gagnon du Congo-Brazzaville. Enchanté. Je suis du Conseil économique, social et environnemental. Je remercie Madame la modératrice et tous les panélistes. Merci à vous. Qui ont commencé un débat au début un peu très pédagogique, intellectuel, et puis vous avez touché réellement au problème. Alors, la notion de l'économie verte, le vert, c'est la vie. Mais le vert de la vie, aujourd'hui, c'est la pyramide inversée. Le vert est en Afrique. L'Afrique devient, malheureusement, ce point qui doit sauver l'humanité. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, je vis en Afrique, je suis au Congo, donc dans le bassin du Congo, où la grume de bois brut sortie de nos forêts, mais est vendue à un prix dérisoire. Mais la même grume, quand elle traverse les océans, vaut de l'or. Alors en ce moment, où est la notion d'équité? C'est pour ça, je crois qu'il faut que le paramètre compensation, il faut maintenant repartir en Afrique, en réalité repenser le modèle de développement de l'Afrique. On a pris, on a emmené, et maintenant on veut demander aux Africains de préserver. Je reprends le propos d'un panéliste qui a dit, mais on ne peut pas malheureusement dans la misère noire avec le développement qui est en train d'avancer, ne pas avoir de l'eau, ne pas avoir l'électricité et être gardé dans les conditions de vie primitives. Ce n'est pas possible. Donc le problème, il revient ici, je crois, à regarder froidement, mais avec beaucoup d'objectivité et d'honnêteté, de faire que l'Africain qui est dans le bassin du Congo doit aller à l'école, doit être soigné décemment, mais le faire avec beaucoup de précautions. Parce que si on amène tous les outils de développement, on vient polluer cet environnement, on n'a plus le verre qu'on veut. Et c'est pour ça, je crois que ceux qui réfléchissent beaucoup, il faut qu'ils arrivent à repenser mais un modèle particulier qui doit s'arrimer entre conserver la nature vraie, mais y instiller, je dis bien instiller, à dose modérée homéopathique, le développement. Mais si on ne le fait pas, et j'entends là les métiers verts, oui, mais les métiers verts dans les conditions d'ici, c'est tout simplement vous mettre à l'abri pour ne pas être face à la difficulté que nous avons aujourd'hui de la perte de l'équilibre. C'est pour cette raison que ce panel est un panel important. Ce forum, il est très important, mais il faut qu'on communique. Je pense même que les métiers verts, en réalité, devraient partir de l'Afrique. C'est en Afrique qu'il faut réellement créer les métiers verts. Pour que l'Africain qui vit dans cet environnement doit savoir que je représente quelque chose, mais je ne dois plus me comporter comme je le faisais avant. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, aujourd'hui, les mesures qui sont prises au niveau du bassin du Congo, les grumes qui étaient transportées brutes en Occident sont transformées dans nos pays. Mais est-ce que ce que nous produisons comme bois traité est facilement accepté, vendu au prix coûtant? Parce qu'on va vous sortir, oui, la technologie, oui, la finition,
oui, les normes ISO, mais c'est là. Il faut que vous redescendiez venir créer ces conditions de sorte qu'on sorte le produit brut d'Afrique traité qui doit être reçu ici, en Europe, dans les mêmes conditions, avec les mêmes coûts. Et en ce moment-là, la notion d'équité va réellement être respectée et on va commencer doucement, doucement à aller vers la bonne cohabitation. S'il n'y a pas ça, ça va être juste un discours. Mais les discours, on en a, ce n'est pas le dernier. Nous allons bientôt en 2030. 2030, c'est dans 7 mois, dans 7 ans. Les ODD. Et on commence à entendre le discours. Ah, on n'est pas sûr qu'en 2030, on atteigne les objectifs de ne laisser personne au bord de la route. Mais je crois que tout le monde est au bord de la route aujourd'hui. Donc j'en appelle là à l'intérêt de tout le monde à réfléchir sur le modèle de développement adapté à l'Afrique qu'il faut penser, clairement, avec l'appui de tout le monde. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison et peut-être s'il y a une interaction de la part des panélistes, vous voulez bien prendre la parole avant. Peut-être on prend une dernière question, comme ça on s'assure en fait qu'on a fait le tour des questions. Merci, bonjour tout le monde. D'abord je tiens à remercier l'organisation et News Africa pour l'organisation et la qualité de l'échange, etc. Les panélistes aussi pour l'ensemble des interventions et aussi Madame Hafsa pour l'animation. Donc je me présente, Snoussi Tariq, je suis docteur en économie-gestion et chercheur dans les délocalisations et expert en offshoring. Ça d'un côté, et très intéressé par la question africaine. Et dans ma vie des communs des mortels, je suis responsable dans une banque offshore. Et je viens de Tanger. Donc mon intervention, c'est par rapport aux 4C, mais pas par rapport à la structure, mais les 4C, connaissance, concrétisation, conception, concrétisation et contrôle. Là, je pense que l'Afrique, il se connaît. Le Maroc, il connaît le Mali connaît le Maroc, le Tchad connaît le Maroc connaît le Tchad, le Togo connaît le Maroc. On se connaît, on sait l'état de lieu, on sait où nous vivons. Heureusement, il y a ce Forum 21 qui permet à nous, citoyens de différents secteurs, d'apporter notre voix aux institutions, parce que s'il n'y a pas une vraie volonté politique, s'il n'y a pas un vrai leadership, on pourra beau parler jusqu'à 2030, on n'aura pas concrétisé ce qu'on voulait. Quoique sur le plan IT, on est bon, sur le plan formation, on est bon, sur le plan technologie, on est bon, sur le plan des énergies solaires et renouvelables, on est bon. Et juste pour vous raconter l'histoire du Maroc, il y a 20 ans, on n'avait rien de ce que vous voyez actuellement. Moi qui ai accompagné les écosystèmes automobiles, avec la délocalisation de plusieurs sous-traitants étrangers et multinationaux au Maroc, il y a 20 ans, on ne savait pas produire une voiture. On n'avait pas la technologie, mais grâce à la volonté de Sa Majesté, à son leadership, on a eu des centaines de milliers de FPT qui sont devenus lauréats, qui ont pris possession de toute la technologie. On avait des chantiers structurants. Ça, c'est juste pour dire que s'il n'y a pas de leadership, on ne pourra pas réussir ensemble. La ressource, elle est là. La bonne volonté, elle est là. Les moyens sont là. Et c'est le Maroc. Et si le Maroc a la volonté de partager à travers la volonté de Sa Majesté avec toute l'Afrique, il faut que l'Afrique et l'ensemble des pays puissent acquérir ce partage, puissent adopter ce partage et éviter toutes les barrières qui peuvent être d'ordre politique ou institutionnel, etc. Ma proposition pour ce forum, c'est qu'on puisse sortir tous d'une charte qui vient des voies du privé, nous tous, pour dire à l'Union africaine, c'est le temps de régulariser nos relations, d'institutionnaliser notre vision et notre stratégie. Et c'est partant de là, si on arrive à ce premier step, c'est là où viendra la concrétisation de nos projets. Et merci à vous. Merci M. Snoussi en fait de rappeler que justement il y a besoin d'une bonne volonté et c'est le leadership qui peut porter cette bonne volonté. Je donnerai la parole à Madame Marie qui, pour interagir peut-être sur une question qui vous a interpellé de la part de la salle. Allô? Non, je voulais juste... j'étais très satisfaite de ce qui a été dit par
le représentant du Congo. Je pense que ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est vraiment des pays africains qui, en fait, vont défendre leurs intérêts accompagnés de leur société civile, de leurs enfants, de leurs femmes. Bref, ils ont une armée sous la main, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une armée aujourd'hui pour négocier des questions aussi essentielles pour la vie de leur population. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure en termes de compensation, aujourd'hui, on a des armées qui ne sont même pas certaines et qui ne comprennent même pas quelles sont cette armée-là. La jeunesse aujourd'hui est là, certes, mais est-ce qu'elle dispose de tous les outils lui permettant de défendre ce leadership qui est le sien aujourd'hui? On parle du bassin du Congo, on parle d'une jeunesse qui est dynamique, 60%. On a des leaders du monde qui décident de ce que va devenir le modèle de monde qu'on veut. Et lorsqu'il faut décider, par exemple, du prix de carbone, ou bien lorsqu'il faut décider du prix du bois, des grumes, tel que c'est dit, cette jeunesse n'est pas sur la table, ces femmes ne sont pas sur la table, ces populations ne sont pas sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser notre manière de voir ce modèle-là évoluer. Il faut faire des ponts entre les continents, il faut travailler avec tous les pays, mais il faut regarder aussi en interne si on ne peut pas travailler avec des actions, des cultures, des savoirs qui peuvent faire émerger quelque chose de fort pour défendre ce capital-là. Merci Madame Marie. Et vous évoquez en fait les ponts entre les continents et peut-être les ponts dans le même continent. Monsieur Cohen. Merci. Moi, je voulais juste, revenir sur un point très important. On parle toujours de l'Afrique. L'Afrique, il n'y a pas une seule Afrique. Il y a beaucoup d'Afrique dans l'Afrique. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent quand on parle de l'Afrique, pour les gens qui n'ont pas visité, en général, c'est qu'on met toute l'Afrique dans un seul... et on veut faire un seul modèle pour l'Afrique. L'Afrique, il est pluriel. Si vous allez en Centrafrique ou dans les pays équatoriaux, ce n'est pas la même chose que les pays du Sahel, ce n'est pas la même réalité que la Corne de l'Afrique ou autre. Quand on parle d'un point de vue environnemental, d'un point de vue, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'économie verte, etc. Et donc c'est pourquoi le modèle africain, s'il doit y en avoir, il doit y en avoir plusieurs. Et c'est les Africains, en fait, chacun dans sa région, qui doivent travailler sur le modèle, sur leur propre modèle. Et ce qui est intéressant dans cette économie verte, c'est qu'elle se fait localement. En fait, tout l'écosystème, il se fait localement. Toutes les innovations, en général, elles doivent être pensées, réfléchies localement. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est ce que ça génère comme richesse, ce que ça génère comme emploi, il est local. C'est ça la grande puissance de cette économie verte. Quand on fait de l'efficacité énergétique, on fait des énergies renouvelables, etc., c'est des emplois locaux. C'est un travail local. Et c'est des réflexions locales. Parce que la solution qu'on va adopter ici au Maroc n'est pas la même qu'on va adopter en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même réalité, je dirais, point de vue environnemental, etc. Donc du coup, c'est pourquoi je veux dire, gardons en tête que l'Afrique, elle est plurielle. Il n'y a pas une seule Afrique, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la collaboration ou la coopération sud-sud, donc entre Africains, peut vraiment nous faire avancer beaucoup, beaucoup sur le chemin justement du développement durable. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Cohen. En fait, certes, il y a une forme d'unification factice de cette Afrique. L'Afrique est plurielle, comme vous disiez, et il y a un grand intérêt à créer les synergies, à consolider les acquis et à dialoguer pour mieux partager le savoir et les expériences. C'est tout l'intérêt en fait d'un forum comme celui de Africa 21. Peut-être un petit mot de... oui, il y a une question. Oui, je vous en prie. Ouais. Hello everyone. I would like to bounce back on the gentleman from the Congo. I'll get back to you in a bit. It's very interesting what you just brought to the panel discussion. But first, let me introduce yourself. Allow me to introduce myself. I'm coming to it. My name is Ale Amrani, and I'm the founder and CEO of ATI Consulting, a US-based sustainable innovation company. And I've been listening attentively to your insightful debate today.
I really believe, and I agree with the gentleman from the Congo, that Africa, and Morocco for that matter, have the means and the resources to achieve its 3 Ps: people, profit, and planet. But my question to the panel, do you guys agree with me if for any transition, this one is green, supposedly, don't we need to do, before we entertain the idea of doing so, a comprehensive sustainability performance analysis to gain the valuable insights in order to get to where we want to be in the future and inform future strategy and sustainability for our continent and for Morocco? Thank you. Thank you for your comment. And peut-être un dernier tour de table et j'aimerais qu'on formule nos dernières interventions sous forme en fait de recommandations en une petite phrase en fait, si vous devriez faire chacun en fait à partir de son rôle et de son institution. Recommandations, qu'est-ce que vous recommanderiez-vous pour en fait le développement des métiers verts en Afrique? Comment peut-on imaginer la formation dans le vert en Afrique? Je vous donne la parole, je donne la parole au 4C, mais avant, juste une petite parenthèse, là, une remarque personnelle. Toutes les interventions, toutes les interactions ont été faites par des hommes, et dans une approche vraiment très... ça me touche particulièrement. Voilà, il y a une dame, et on aimerait bien l'écouter parce que l'avenir de l'Afrique et de la formation en Afrique doit être porté aussi par les femmes. Oui, madame. Bonjour tout le monde. Donc ce n'est pas un commentaire, c'est juste je veux souligner le rôle important parce que le panel parle de formation professionnelle et d'économie verte. Et donc je représente l'OFPPT. Donc il est à souligner le rôle important que joue l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail en tant que premier opérateur public de la formation professionnelle dans le développement de l'éco-citoyenneté de leurs stagiaires. Il est à noter que l'OFPPT offre une formation ouverte sur plusieurs niveaux et modes de formation, tendant la main aux stagiaires de différents niveaux, passant du bachelier, niveau bac, et même le 3e année collégiale. Notre offre de formation couvre la majorité des secteurs d'activité, passant du tertiaire, l'industrie, de l'économie verte, l'agriculture, le digital, l'artisanat et la santé. Donc, notre offre de formation englobe des filières, comme elle a déjà dit M. El-Kouhen, vertes et verdissantes. Verte parce qu'on a même, en tant que concurrent de l'IFMERI, tout ce qui est filière d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, audit énergétique, audit et efficacité énergétique. Même les formations couvrant le domaine de l'assainissement liquide et la gestion des déchets solides. Nous répondons aux besoins de l'écologisation de l'économie par le développement des compétences vertes chez nos stagiaires à travers des modules transverses traitant de la sensibilisation à l'environnement sur plusieurs niveaux. Par exemple, je donne comme exemple au niveau par exemple du secteur BTP, on a l'introduction de la filière éco-conduite, la sensibilisation à l'utilisation des matériaux durables, tout ce qui est introduction des soft skills, comme elle a été déjà évoqué par le monsieur. Et donc, je ne peux pas me retenir de souligner le rôle aussi primo de l'OFPPT dans ce domaine. Merci à vous, merci pour toutes ces informations sur le rôle de l'OFPPT. Et ça fait toujours plaisir en fait d'entendre dans l'auditoire en fait la voix d'une femme. C'est toujours réconfortant pour le panel. Alors, Madame Bachko, oui. Merci Hafsa. Alors, je tenais, parce que je ne l'ai pas précisé au début, c'est vrai, en fait, c'était Madame Shafil Raja, directrice du Centre de compétences en changement climatique, qui était censée être là aujourd'hui, mais elle a eu un empêchement de dernière minute, donc je la représente. Et donc, je voudrais remercier
les panélistes pour leurs interventions pertinentes, mais aussi l'honorable auditoire pour ses remarques et ses questions. Moi, je finirai par dire que la coopération Sud-Sud, puisque M. Le Cohen l'a évoqué, est aujourd'hui un levier essentiel pour notre développement, pour le développement du continent, pour justement ce partage d'expériences et de connaissances entre pays africains. Et je rappelle à juste titre que le Centre 4C, il a appuyé l'opérationnalisation des 3 fonds dédiés exclusivement au financement des projets climatiques en Afrique. Donc on a les 3 commissions climat, la commission climat du bassin du Congo, la commission climat de la région du Sahel et enfin la commission climat des États insulaires. C'est dire combien l'Afrique est capable de faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Voilà, et puis pour revenir un peu vers le sujet des emplois verts, je pense que nous devrons aujourd'hui avoir un consensus sur la définition déjà des emplois verts pour justement comprendre et anticiper les besoins en formation par rapport à notre pays et notre continent. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour cette manifestation. Merci. Merci à vous. Oui. C'est bien à vous, cher Christophe. Très difficile d'enchaîner après ça. Oula. Moi, j'ai bien aimé la remarque de monsieur sur l'Afrique est plurielle. Effectivement, je crois qu'on voit beaucoup trop dans des forums ici, on parle beaucoup trop d'Afrique. Bon, en Europe aussi, on en parle beaucoup trop. On voit des sommets France-Afrique, Russie-Afrique ou je ne sais quoi. C'est tellement prétentieux et presque insultant. Et je pense qu'il faut qu'on arrête ce genre de choses. Voilà, même si je ne suis pas né en Afrique, mais la moitié de ma famille est africaine, parce que je me suis marié sur le continent. Et puis voilà, donc je sais que c'est très divers. Et moi, ce que je dirais, je pense que, pour rejoindre un peu ce qu'un des intervenants a dit, il ne faut pas hésiter à faire un vrai état des lieux, avec humilité et pragmatisme. Encore une fois, la frime, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La frime, on l'a essayé en Europe. Plein de pays l'ont essayé en Europe, ça ne marche pas. Bullshit. Ça ne marche pas. En plus, ce n'est pas une course. C'est une course contre soi-même. C'est un peu comme une carrière professionnelle. Ce n'est pas une course contre le voisin. Je ne fais pas la course contre madame. La Suisse ne fait pas la course contre le Cameroun, ne fait pas la course contre le Maroc. Chaque pays fait la course avec lui-même. Donc ça ne sert à rien, les comparaisons hasardeuses et les classements hasardeux, tout ça, il faut qu'on arrête, je crois. Donc humilité et pragmatisme, encore une fois, c'est comme ça. Hein. On ne peut que corriger et faire mieux. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Merci. Merci Christophe. Marie. Bon, merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous de nous avoir donné la parole, à nous, acteurs de la société civile. Nous, jeunes d'Afrique, nous menons des parcours atypiques et différents et divers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un leadership qui doit être le nôtre, de porter l'Afrique autrement ou de véhiculer l'image d'une Afrique différente qui apporte au monde et à la planète, certes, des bénéfices importants en termes de lutte contre les changements climatiques, mais aussi il faut regarder comment est-ce que le modèle de développement aujourd'hui va créer des emplois décents à cette jeunesse-là qui aujourd'hui est en perte de repères, qui est en perte de modèle, une société civile qui n'est pas accompagnée parce qu'un peu prise entre plusieurs dispositifs d'apprentissage pour lesquels parfois elle ne se reconnaît pas. Je pense qu'il y a une réforme importante à mener au niveau stratégique par nos États et nos gouvernements. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par nos États, mais je pense qu'ils devraient aussi travailler main dans la main avec cette armée-là dont je parle, qui est cette jeunesse aujourd'hui qui a ouvert les yeux sur le monde, qui travaille avec le monde, qui fait des ponts, qui apprend, qui innove, qui se diversifie aussi dans ses apprentissages et qui au final revient
à des ressources locales pour dynamiser le développement. Je pense que moi, je verrais beaucoup plus ce besoin d'espoir qui doit être apporté par nos leaders, mais aussi je vois cet engagement qui est le nôtre, et je le dis souvent, les gouvernements feront ce qu'ils peuvent faire, les États feront ce qu'ils peuvent faire. À nous aujourd'hui de faire ce que nous pouvons pour changer et à nous de donner cette dynamique-là. Je vous remercie. Merci Marie. Alors, Laurent? Non, mais je vais être très bref. Merci Afsa de m'avoir invité à ce panel. Merci à toute l'audience pour l'attention, les questions, les commentaires. Moi, si je peux évoquer juste un souhait, c'est un souhait de peut-être porter une attention plus forte aux singularités locales, concrètes du terrain, parce que c'est ce qui font sens, je pense, au quotidien pour chacun. Et donc, je porte ce message auprès de qui bien voudra l'entendre. Merci Laurent. Merci beaucoup. Moi, je voudrais terminer par, je ne sais pas si c'est une note d'espoir ou prémonition, mais moi, très souvent aujourd'hui, quand on lit l'histoire, on est un peu stupéfait de voir comment les pays ont évolué. Dernièrement, je voyais l'histoire de Singapour, l'histoire de l'Indonésie, comment en 2-3 décennies, ça a complètement changé. Notre confrère tout à l'heure parlait de la Suisse, 19e siècle, qui était très pauvre et aujourd'hui c'est un des pays les plus riches du monde. Et je vais partager avec vous j'ai vécu, en fait, j'ai suivi une formation il y a 2 ans en France. Il y avait je dirais, beaucoup d'économistes et tout qui présentent des choses. Et une des dames, elle vient, c'est une économiste, et nous dit, selon toutes les prévisions qu'on fait, l'Afrique, elle va mener le monde dans 50 ans. 2070, c'était en 2020. 2070, tous nos calculs montrent que l'Afrique, elle va mener le monde. Ça va être c'est-à-dire les premières puissances au monde. Il dit aujourd'hui, ça prête à sourire quand on voit l'état qu'on a en Afrique. Mais il dit, souvent, nous, économistes, on a toujours prédit des tas de choses et les gens, ils les ont pris de haut et après, ça se réalise. Il dit, mais vraiment, c'est une Française, hein, c'est pas une Africaine, donc c'est pas de chez nous, qui nous dit, c'est une économiste. Il dit, tous les calculs qu'on fait montrent et moi, j'y crois énormément. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais à Bamako, ça me rappelle Ben Grir dans les années 70. Quand je vais au Sénégal, dans la capitale, ça me rappelle, je sais pas, Marrakech dans les années 70, etc. C'est-à-dire qu'il y a un réel potentiel en Afrique, on est capable de se développer. L'économie verte, c'est vraiment une opportunité. Le numérique, c'est une opportunité. Il y a beaucoup de savoir-faire en Afrique, parce qu'on a parlé de savoir-faire ancestral. La jeunesse est un gisement exceptionnel d'énergie et d'intelligence. Et j'y crois énormément et je pense que chacun de nous doit faire un petit chouïa, donner un petit peu de son temps, un petit peu de ce qu'il peut donner pour faire développer l'Afrique, parce que j'y crois énormément. Et c'est parce que justement on croit fort en cette Afrique qu'on est tous là aujourd'hui. Merci à vous tous. Alors, parce qu'on a 5 intervenants, 5 petites conclusions. L'Afrique est plurielle. Il y a intérêt de faire un état des lieux avec humilité et pragmatisme, d'intégrer la singularité locale dans cette lecture. Il y a une volonté en fait et avec beaucoup d'espoir, on voit que l'avenir c'est en Afrique et donc il faut penser le modèle de développement aussi avec beaucoup de manière raisonnée et pragmatique et verte aussi et le penser avec la société civile pour et par un leadership porté par les jeunes pour justement et faire de la coopération sud-sud un levier pour le partage d'expériences et de savoir. Voilà en fait ce que moi j'ai noté de vos différentes interventions. Je remercie. 1,2 milliard la population, la richesse africaine qui est celle en fait le capital. Le premier capital humain de l'Afrique. Merci à vous tous. Merci à... On va gagner la Coupe du Monde d'ici là.
Inch'Allah, merci à vous tous. Merci pour votre présence et pour votre attention.